La vérité peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Dans un monde où la nature suit ses propres règles, deux histoires révèlent que même les rois de la savane doivent affronter des défis qui redéfinissent l'équilibre de la vie. Préparez-vous à une réflexion brute et réaliste sur la survie, le pouvoir et les leçons que la nature nous enseigne. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil de la savane africaine n'était pas un simple spectacle, c'était un souffle brûlant qui façonnait les âmes. Pour Kaël, un jeune lionceau aux yeux d'or et au pelage aussi doux que le sable de l'aube, le monde n'était qu'un vaste terrain de jeu. Il n'avait pas encore connu la faim qui tord l'estomac, ni la peur qui fige le sang. Sa vie était une succession de siestes sous l'ombre d'un acacia et de jeux avec sa sœur, Liana, dont la curiosité débordante contrastait avec sa propre insouciance. Kaël était l'héritier du puissant clan des Griffes de l'Aurore, un nom qui inspirait le respect et la crainte à travers les plaines. Son père, le majestueux roi Moro, régnait avec une force tranquille, garantissant la paix et l'abondance. Pourtant, un danger nouveau et non naturel se profilait à l'horizon. L'odeur du sang et du métal se répandait, portée par les vents. Ces créatures n'étaient pas des hyènes ni des léopards, c'étaient des spectres blancs de brutalité. Deux dogos argentinos, nommés Ban et Rictus, avaient échappé à la cruauté de leurs maîtres humains et erraient à présent, assoiffés d'une violence gratuite qu'ils avaient été entraînés à commettre. Leur présence était une anomalie, une tache sur la toile de la nature. Un après-midi, alors que le ciel se teignait d'une chaleur ocre, Kaël et Liana s'aventurèrent plus loin que d'habitude. L'appel du jeu était plus fort que les avertissements de leur mère. Leurs petits pas les menèrent près d'une clairière isolée. Là, le drame se déroula avec une rapidité glaciale. Ban et Rictus apparurent de l'ombre des herbes hautes. Leur corps massif et blanc, maculé de poussière, semblait flotter. Leurs yeux étaient des gouffres d'une cruauté dénuée de sens. La scène qui suivit ne fut pas une question de chasse ou de survie, mais de destruction pure. Liana, plus petite et plus vulnérable, fut la première cible. Un cri d'horreur déchira l'air, non pas le cri de la peur, mais celui de la trahison de l'ordre naturel. Kaël, paralysé par l'horreur, vit le corps de sa sœur être brutalement malmené. La brutalité de Ban et Rictus n'avait pas de rime, pas de raison. Elle était une symphonie de coups et de morsures s'abattant sur une innocence sans défense. C'était la manifestation d'une cruauté sans âme. Ce moment marquant ne laissa pas seulement Kaël avec des cicatrices physiques, mais le marqua d'une blessure plus profonde, la perte d'une partie de son âme, d'une confiance dans la justice du monde. Les ombres s'étaient abattues sur sa lumière, et il ne serait plus jamais le même lionceau. Kaël se réveilla en sursaut, la savane enveloppée dans une obscurité profonde, seulement troublée par le scintillement des étoiles. Le silence pesait lourd, un vide qui résonnait plus fort que n'importe quel rugissement. Il sentait la chaleur de sa mère, Kala, et la présence rassurante de son père, Moro. Mais l'absence de Liana était un froid qui pénétrait jusqu'à ses os. Il se releva, titubant, son petit corps parcouru de douleur, ses pattes avant blessées lors de l'attaque. Il chercha du regard sa sœur, s'attendant à la voir endormie à côté de lui, son petit corps blotti contre le sien. Le vide qu'il trouva à sa place fut une autre morsure, plus profonde que celle de Ban et Rictus. Le lendemain, la savane se réveilla avec une lourdeur inhabituelle. L'air était chargé d'une tristesse solennelle. Le clan des Griffes de l'Aurore s'était rassemblé. Le corps de Liana, déposé avec respect, était un rappel brutal de l'innocence perdue. Moro, le roi, se tenait là, son regard habituellement fier assombri par une rage contenue et un chagrin profond. Il sentait l'humiliation de son impuissance face à une menace qu'il n'avait pas vue venir. Il avait toujours protégé son clan des dangers connus, les hyènes, les léopards, les buffles en colère. Mais ces créatures, ces fantômes blancs de violence, étaient une énigme. La première vague de conflit ne fut pas un combat, mais un déchirement intérieur. Kaël se sentait submergé par un sentiment de culpabilité écrasante. Il se revoyait, immobile, paralysé par la peur, incapable de protéger Liana. Cette inaction était un fardeau qui pesait sur son jeune cœur. Les regards de certains lions du clan, empreints de pitié ou de déception, ne faisaient qu'aggraver sa peine. Il se retirait souvent, cherchant l'isolement, loin du regard du clan.
Il refusait de jouer, de courir, les jeux d'enfant lui semblant dérisoires face à la brutalité qu'il avait vécue. Ses cicatrices physiques cicatrisaient, mais ses blessures émotionnelles s'approfondissaient. Pendant ce temps, Moro, assailli par la colère et le deuil, se consacrait à une traque implacable. Il n'avait pas seulement perdu une fille, il avait aussi subi une humiliation. Le rôle du roi était de protéger, et il avait failli. Son rugissement, autrefois symbole de pouvoir et de paix, devint un cri de vengeance. Il passait des jours entiers à suivre les traces de Ban et Rictus, une ombre dans l'ombre. Les autres lions, ses frères et cousins, le suivaient, leur loyauté et leur soif de vengeance aussi profonde que la sienne. Un jour, Kael, terrassé par le chagrin, s'effondra dans un coin isolé. C'est à ce moment que sa mère, Kala, le rejoignit. Elle n'était pas là pour le gronder, mais pour le réconforter. Elle lécha doucement ses plaies, à la fois physiques et invisibles. « Ne laisse pas la peur te définir, mon fils, murmura-t-elle. La force ne réside pas seulement dans le rugissement, mais dans la capacité à se relever. Lyanna aurait voulu que tu sois fort, pas que tu sois consumé par le chagrin. » Ces mots, empreints d'une sagesse ancienne, furent une petite lueur dans l'obscurité de Kael. C'était un petit pas, une fragile connexion qui commençait à se former entre la douleur et la guérison. Pendant ce temps, les Dogos, Ban et Rictus, s'étaient installés dans un territoire voisin, une zone de terre aride et désolée qu'ils avaient rapidement baptisée la « Terre des Os ». Leur cruauté ne se limitait plus aux créatures sans défense. Ils s'attaquaient à des proies plus grandes, avec une efficacité brutale, une violence qu'ils avaient apprise de leurs anciens maîtres. Ils étaient un poison qui se propageait dans la savane, une ombre grandissante qui menaçait l'équilibre fragile de l'écosystème. Leur première confrontation avec le clan de Moro eut lieu près d'une rivière asséchée. Les lions, guidés par Moro, étaient sur leurs traces. Le choc fut terrible. Moro, dans toute sa fureur, se jeta sur Ban. Le Dogo, agile et imprévisible, esquiva la première attaque. Rictus, le complice, se jeta sur un jeune lion du clan, le blessant gravement. La bataille fut courte mais féroce. La force des lions était une chose, mais l'absence de règles, la brutalité sans raison des Dogos, était un adversaire qu'ils ne savaient pas comment affronter. Les chiens, en meute, étaient impitoyables, ils mordaient pour faire mal, pas pour tuer. La peur et l'incertitude s'installèrent dans le cœur du clan. Le clan des Griffes de l'Aurore, le plus puissant des environs, se retrouva humilié. Moro, bien que victorieux de justesse, fut blessé et sa confiance ébranlée. Kael, depuis une colline voisine, observa la scène. Il vit la peur dans les yeux de son père, une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et c'est là que quelque chose changea en lui. La peur qui l'avait paralysé fut remplacée par une détermination brûlante. Il comprit que son rôle ne serait pas seulement de porter le deuil, mais de devenir la force qui un jour vengerait sa sœur et protégerait son clan. Les cicatrices ne seraient plus un symbole de faiblesse, mais un rappel de son serment silencieux. Kael se réveilla en sursaut, la savane enveloppée dans une obscurité profonde, seulement troublée par le scintillement des étoiles. Le silence pesait lourd, un vide qui résonnait plus fort que n'importe quel rugissement. Il sentait la chaleur de sa mère, Kala, et la présence rassurante de son père, Moro. Mais l'absence de Lyanna était un froid qui pénétrait jusqu'à ses os. Il se releva, titubant, son petit corps parcouru de douleur, ses pattes avant blessées lors de l'attaque. Il chercha du regard sa sœur, s'attendant à la voir endormie à côté de lui, son petit corps blotti contre le sien. Le vide qu'il trouva à sa place fut une autre morsure, plus profonde que celle de Ban et Rictus. Le lendemain, la savane se réveilla avec une lourdeur inhabituelle. L'air était chargé d'une tristesse solennelle. Le clan des Griffes de l'Aurore s'était rassemblé. Le corps de Lyanna, déposé avec respect, était un rappel brutal de l'innocence perdue. Moro, le roi, se tenait là, son regard habituellement fier assombri par une rage contenue et un chagrin profond. Il sentait l'humiliation de son impuissance face à une menace qu'il n'avait pas vue venir. Il avait toujours protégé son clan des dangers connus, les hyènes, les léopards, les buffles en colère. Mais ces créatures, ces fantômes blancs de violence, étaient une énigme. La première vague de conflit ne fut pas un combat, mais un déchirement intérieur. Kael se sentait submergé par un sentiment de culpabilité écrasante. Il se revoyait, immobile, paralysé par la peur, incapable de protéger Lyanna.
Cette inaction était un fardeau qui pesait sur son jeune cœur. Les regards de certains lions du clan, empreints de pitié ou de déception, ne faisaient qu'aggraver sa peine. Il se retirait souvent, cherchant l'isolement, loin du regard du clan. Il refusait de jouer, de courir, les jeux d'enfant lui semblant dérisoires face à la brutalité qu'il avait vécue. Ses cicatrices physiques cicatrisaient, mais ses blessures émotionnelles s'approfondissaient. Pendant ce temps, Moro, assailli par la colère et le deuil, se consacrait à une traque implacable. Il n'avait pas seulement perdu une fille, il avait aussi subi une humiliation. Le rôle du roi était de protéger, et il avait failli. Son rugissement, autrefois symbole de pouvoir et de paix, devint un cri de vengeance. Il passait des jours entiers à suivre les traces de Ban et Rictus, une ombre dans l'ombre. Les autres lions, ses frères et cousins, le suivaient, leur loyauté et leur soif de vengeance aussi profonde que la sienne. Un jour, Kael, terrassé par le chagrin, s'effondra dans un coin isolé. C'est à ce moment que sa mère, Kala, le rejoignit. Elle n'était pas là pour le gronder, mais pour le réconforter. Elle lécha doucement ses plaies, à la fois physiques et invisibles. « Ne laisse pas la peur te définir, mon fils, murmura-t-elle. La force ne réside pas seulement dans le rugissement, mais dans la capacité à se relever. Lyanna aurait voulu que tu sois fort, pas que tu sois consumé par le chagrin. » Ces mots, empreints d'une sagesse ancienne, furent une petite lueur dans l'obscurité de Kael. C'était un petit pas, une fragile connexion qui commençait à se former entre la douleur et la guérison. Pendant ce temps, les Dogo, Ban et Rictus, s'étaient installés dans un territoire voisin, une zone de terre aride et désolée qu'ils avaient rapidement baptisée la « Terre des Os ». Leur cruauté ne se limitait plus aux créatures sans défense. Ils s'attaquaient à des proies plus grandes, avec une efficacité brutale, une violence qu'ils avaient apprise de leurs anciens maîtres. Ils étaient un poison qui se propageait dans la savane, une ombre grandissante qui menaçait l'équilibre fragile de l'écosystème. Leur première confrontation avec le clan de Moro eut lieu près d'une rivière asséchée. Les lions, guidés par Moro, étaient sur leurs traces. Le choc fut terrible. Moro, dans toute sa fureur, se jeta sur Ban. Le Dogo, agile et imprévisible, esquiva la première attaque. Rictus, le complice, se jeta sur un jeune lion du clan, le blessant gravement. La bataille fut courte mais féroce. La force des lions était une chose, mais l'absence de règles, la brutalité sans raison des Dogos, était un adversaire qu'ils ne savaient pas comment affronter. Les chiens, en meute, étaient impitoyables, ils mordaient pour faire mal, pas pour tuer. La peur et l'incertitude s'installèrent dans le cœur du clan. Le clan des Griffes de l'Aurore, le plus puissant des environs, se retrouva humilié. Moro, bien que victorieux de justesse, fut blessé et sa confiance ébranlée. Kael, depuis une colline voisine, observa la scène. Il vit la peur dans les yeux de son père, une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et c'est là que quelque chose changea en lui. La peur qui l'avait paralysé fut remplacée par une détermination brûlante. Il comprit que son rôle ne serait pas seulement de porter le deuil, mais de devenir la force qui un jour vengerait sa sœur et protégerait son clan. Les cicatrices ne seraient plus un symbole de faiblesse, mais un rappel de son serment silencieux. Les mois qui suivirent furent une période de profonde transformation pour Kael. Il n'était plus le lionceau insouciant, mais un jeune lion en devenir, son corps et son esprit affûtés par la douleur et la détermination. Il observait attentivement son père, Moro. Le roi avait perdu une partie de son éclat. Les blessures de la confrontation avec Ban et Rictus s'étaient cicatrisées, mais la cicatrice de l'humiliation demeurait. Le poids de son échec à protéger son clan le rendait moins sûr de lui, plus prudent et parfois même hésitant. Les autres mâles du clan, qui le respectaient autrefois sans réserve, commençaient à murmurer. L'équilibre de la savane, autrefois si stable sous la règle de Moro, commençait à vaciller. Kael, quant à lui, s'entraînait sans relâche. Il ne s'intéressait plus au jeu, mais à la chasse, à la ruse, à la force brute. Il se faufilait dans l'ombre, observant les autres chasseurs, étudiant la tactique des hyènes et la patience des crocodiles. Il ne cherchait pas à devenir simplement un lion puissant, mais un adversaire capable d'anticiper la brutalité imprévisible de Ban et Rictus. Ses muscles s'étoffaient, sa démarche devenait plus assurée. Mais sa véritable transformation se jouait à l'intérieur de lui. Il avait compris que la vengeance ne serait pas suffisante. Il devait se battre pour un idéal plus grand,
restaurer l'honneur de son clan et l'équilibre de la savane. Un jour, Kaël se retrouva face à un défi qui allait tester son courage et sa maturité. Alors qu'il chassait seul, il tomba sur un vieux buffle, blessé et isolé de son troupeau. Le buffle était une proie formidable, mais Moro avait toujours prévenu le clan de ne pas les attaquer seuls. Kaël se remémora les mots de sa mère, l'importance de la force intérieure, et il décida de tenter sa chance. Le combat fut intense. Le buffle, dans sa souffrance, était un adversaire redoutable. Kaël encaissa les coups, esquiva les cornes acérées, et finalement, avec une intelligence et une agilité nouvelles, il réussit à le maîtriser. Il n'avait pas agi par pure force brute, mais par ruse et endurance. C'était un geste symbolique fort. Il ramenait la proie, un geste qui, pour les lions plus âgés, était une preuve de force et d'autonomie. Le geste symbolique de Kaël ne passa pas inaperçu. Il avait réussi là où un autre aurait pu échouer. Les murmures de la déception envers Moro commencèrent à être tempérés par un respect grandissant pour le jeune lion. Mais la plus grande transformation se produisit lorsque Kaël s'approcha de son père. Au lieu de se vanter de sa victoire, il partagea la proie avec humilité. Il regarda Moro dans les yeux et dit, d'une voix qui avait déjà pris une gravité nouvelle, « La force de notre clan ne réside pas seulement dans un seul rugissement, père. Elle réside dans le courage de tous ceux qui le composent. » Ce moment fut un point de bascule. Le poids de la responsabilité passa silencieusement des épaules de Moro aux siennes. Le roi, touché par la maturité de son fils, sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Il comprit que l'avenir du clan n'était pas compromis, mais en train de se réécrire sous ses yeux. Pendant ce temps, l'ombre des Dogos s'étendait. Leur territoire, la terre des Anses, était devenu un lieu de chaos et de violence. Ils s'attaquaient à des créatures pour le plaisir, créant une atmosphère de terreur qui perturbait les migrations et les chaînes alimentaires. Leur présence n'était plus une simple anomalie, mais une menace existentielle pour l'ensemble de la savane. Leurs aboiements résonnaient dans la nuit, un son étranger et discordant qui annonçait leur règne de terreur. Ban et Rictus étaient devenus des légendes urbaines, des spectres dont les animaux parlaient avec une peur murmurée. Cette période de développement et de transformation créa un contraste saisissant. D'un côté, le déclin d'un roi et la menace grandissante, de l'autre, l'ascension silencieuse et déterminée d'un héritier. Kaël n'était plus un lionceau hanté par le passé, mais un leader en devenir, prêt à affronter son destin, peu importe le prix à payer. La hiérarchie de la savane était sur le point d'être défiée et réécrite par la force de son honneur, un honneur forgé dans les flammes de la douleur. La tension dans la savane avait atteint son paroxysme. Les animaux, autrefois paisibles, vivaient dans une peur constante. Les Dogos, Ban et Rictus, n'étaient plus de simples chiens errants, mais les maîtres d'un territoire de plus en plus grand. Leur cruauté n'était pas guidée par la faim, mais par le désir de dominer. Ils avaient instauré leur propre règne de terreur, ignorant les lois ancestrales de la nature. Leur présence était une blessure ouverte sur le paysage, et il était clair pour tous que l'équilibre ne pouvait être restauré sans un affrontement final. Moro, le roi vieillissant, sentait l'appel du destin. Il savait que le moment de l'épreuve était arrivé. Il ne se battait plus pour la vengeance, mais pour la survie de son clan et de la savane tout entière. Kaël, maintenant un jeune lion à la crinière naissante et aux muscles affûtés, se tenait à ses côtés. Leur rôle s'était inversé. Le père ne voyait plus un fils à protéger, mais un guerrier digne de la royauté. La confiance entre eux, ébranlée par la tragédie, était plus forte que jamais, forgée dans le deuil et la détermination. Le combat décisif eut lieu au crépuscule de l'ombre, un lieu sacré où les ancêtres des lions se reposaient. Les Dogos, enhardis par leur succès et leur arrogance, y avaient établi leur repère. Le soleil, un disque de sang, teignait l'horizon, créant des ombres longues et inquiétantes qui dansaient autour des protagonistes. Moro et Kaël, accompagnés de deux autres lions choisis, s'approchèrent silencieusement. L'air était lourd, saturé d'une attente silencieuse et d'un danger palpable. Le premier à avancer fut Moro. Il se positionna face à Ban, le plus grand et le plus cruel des deux chiens. Son rugissement, autrefois rempli de puissance, était maintenant un cri de défi, un son chargé de l'histoire et du deuil de son clan. Le combat fut d'une violence inouïe. Moro se battait avec la sagesse de l'âge et le désespoir d'un roi qui a tout à perdre. Il esquivait les morsures, cherchant l'ouverture pour une attaque fatale.
Mais Ban était un adversaire redoutable, un mélange de vitesse et de force brute. Il était entraîné non pas à tuer, mais à détruire. Pendant ce temps, Kael affrontait Rictus. Le jeune lion se battait avec la fureur de sa jeunesse et le souvenir brûlant de Lyanna. Il n'y avait pas de peur en lui, seulement une rage froide et une précision mortelle. Il se souvenait de chaque blessure, chaque instant de terreur. Rictus, le plus petit et le plus vicieux des deux dogos, était d'une agilité surprenante. Il se déplaçait comme un serpent, cherchant à mordre et à affaiblir son adversaire. Mais Kael avait appris. Il avait transformé sa vulnérabilité en force. Il utilisait les leçons de ses entraînements solitaires, anticipant les mouvements du chien. Il ne se battait pas de la manière habituelle d'un lion, mais avec une stratégie forgée dans le chaos. Le clou du spectacle survint lorsque Moro, affaibli par le combat, fut blessé gravement par Ban. Le sang coula de sa patte, et il s'effondra, son regard rempli d'une douleur qui n'était pas seulement physique. Il semblait que le règne des griffes de l'aurore allait s'éteindre sous les crocs de la brutalité. Rictus, voyant la détresse de Kael, se jeta sur lui, essayant de le déstabiliser. C'est à cet instant précis que le lionceau blessé devint un roi. Kael se déroba à l'attaque, se tenant au-dessus de son père blessé. Il laissa échapper un rugissement, non pas de peur ou de colère, mais de pure autorité. C'était un son qui ne venait pas seulement de sa gorge, mais de son âme. Il avait transcendé la douleur et le chagrin pour embrasser son destin. Il se tourna vers Ban, le visage marqué par le courage et une détermination inébranlable. Le dogo, pour la première fois, vit quelque chose dans les yeux du jeune lion qui n'était pas de la peur, mais une force que la brutalité seule ne pouvait pas briser. L'ultime confrontation fut une danse mortelle entre le pouvoir de la nature et la violence de l'homme. Kael, dans un mouvement fulgurant, se jeta sur Ban, utilisant non seulement sa force, mais aussi sa ruse. La violence des chiens avait échoué à briser l'esprit des lions. La bataille était maintenant un combat pour l'âme de la savane. Kael, poussé par un héritage de courage et un amour inébranlable pour sa sœur, démontra que la véritable force ne résidait pas dans la brutalité, mais dans la volonté de se battre pour ce qui est juste. Dans un dernier affrontement, il parvint à maîtriser Ban, mettant fin au règne de terreur. Rictus, voyant son maître vaincu, s'enfuit dans la nuit, un lâche qui ne reviendrait jamais. Le silence qui suivit n'était pas lourd, mais un souffle de soulagement, de victoire. Kael, épuisé et blessé, se tint debout au-dessus de son père. Le roi l'avait vu non pas comme un fils, mais comme un successeur. Le défi avait été relevé, mais la plus grande victoire n'était pas la défaite de l'ennemi, mais la transformation du jeune lion. Le crépuscule de l'ombre était devenu l'aube de l'honneur. Le silence qui s'abattit sur le crépuscule de l'ombre n'était pas un simple vide, mais le poids d'un nouveau début. La poussière soulevée par le combat retomba lentement, révélant une scène de repos et de victoire. Kael, le jeune lion au corps lacéré mais à l'esprit intact, se tenait debout, la tête haute, à côté de son père, Moro. Le roi, blessé, le regardait avec une fierté immense, une fierté qui avait transcendé la douleur physique. La première chose que fit Kael ne fut pas de rugir son triomphe, mais de se pencher vers Moro pour s'assurer de sa blessure. Il lécha doucement les plaies de son père, un geste d'humilité et de respect qui parlait plus fort que n'importe quel discours. Les autres lions, qui avaient observé le combat à distance, s'approchèrent, leurs regards empreints d'un nouveau respect pour leur jeune prince. Ils ne voyaient plus le lionceau hanté par la peur, mais le guerrier qui avait sauvé leur honneur. L'impact de cet événement fut profond, non seulement pour le clan des griffes de l'aurore, mais pour l'ensemble de la savane. Le règne de terreur des dogos était terminé. Les animaux qui avaient vécu dans la peur retrouvaient leur liberté. Les migrations reprirent, les proies s'aventurèrent à nouveau dans des territoires autrefois dangereux, et la vie reprit ses droits. L'équilibre, une fois brisé, était en train d'être restauré, non pas par le pouvoir brut, mais par un acte de courage et de sacrifice. Kael ne devint pas roi ce jour-là, mais son parcours l'avait transformé. Il avait appris que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité de la surmonter. Il avait compris que la vengeance n'était qu'une motivation temporaire et que la protection de ceux qu'on aime est la plus noble des causes. Les cicatrices de son corps étaient les marques de son parcours, mais la cicatrice de son cœur, la perte de Lyanna, était devenue le moteur de sa détermination. Le retour au clan fut un moment de joie et d'émotion. Kala, la mère de Kael, le rejoignit,
son regard brillant de fierté et de soulagement. Elle comprit, sans qu'il ait besoin de le dire, que son fils avait trouvé sa place dans le monde. Il était devenu un leader, un gardien. Et le plus grand cadeau de ce parcours ne fut pas le pouvoir ou la reconnaissance, mais la paix qu'il retrouva en lui-même. Quelques mois plus tard, la crinière de Kaël avait poussé et il avait atteint sa maturité. Moro, le cœur apaisé et l'esprit tranquille, sentit que son temps de règne touchait à sa fin. Il organisa une grande cérémonie, un rassemblement de tout le clan. Il se plaça sur le rocher des lions, le lieu sacré d'où les rois s'adressaient à leur peuple. Il n'était pas là pour un discours sur ses exploits, mais pour une passation de pouvoir. « J'ai régné sur ce clan avec force et honneur », commença Moro, sa voix grave et sage. Mais le temps est venu pour un nouveau roi. Un roi qui a connu la peur et qui l'a vaincu. Un roi qui a connu la perte et qui a trouvé sa force dans le deuil. Mon fils, Kaël, a prouvé qu'il était digne non seulement par sa force, mais par sa compassion et son courage. Il ne se bat pas pour le pouvoir, mais pour la justice. Il ne règne pas par la force, mais par l'exemple. Kaël s'avança, se plaça aux côtés de son père. Le regard du clan était posé sur lui, un regard de respect et de confiance. Il n'était plus l'héritier timide, mais le roi en devenir. La leçon que la nature avait enseignée était profonde. Le véritable pouvoir ne se transmet pas par l'héritage du sang, mais par le parcours de l'âme. La brutalité avait failli, et l'honneur avait prévalu. Le cycle de la vie, un jour brisé par l'anomalie de la cruauté, avait été restauré par la force d'un cœur pur. Kaël, le lion au nom de l'honneur, régnerait sur la savane, non pas par la peur, mais par le respect qu'il avait forgé dans la douleur et la victoire. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.